Au dîner de famille, mon père a crié « Cesse d'être égoïste. C'est une maison gratuite. » Mon frère a ajouté « J'emménage dès demain. » Je n'ai pas discuté. J'ai juste attendu qu'ils entrent pour leur donner une leçon, il n'y a que la pluie qui est gratuite. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que les ennuis arrivaient lentement. Mais le mois dernier, j'ai appris qu'ils peuvent frapper en un instant, lorsque les personnes les plus proches de vous décident que vos limites n'ont plus d'importance. Je suis Camille Dubois, et tout dans ma vie a basculé à cause d'un unique dîner de famille à Toulouse, en Haute-Garonne. Un dîner auquel je n'aurais jamais dû assister. J'avais à peine pris ma place que la conversation est passée de polie à assez tranchante pour me serrer la poitrine. Cela a commencé lorsque mon père s'est penché en avant, a élevé la voix et a dit « Cesse d'être égoïste. C'est une maison gratuite. » Son ton portait une certitude qui semblait répéter bien avant que je n'entre par la porte. Avant même que je puisse comprendre ce qu'il voulait dire, mon frère est intervenu sans hésitation et a dit « J'emménage dès demain. » La façon dont il l'a dit donnait l'impression que ma vie lui avait déjà été cédée. Je me souviens les avoir regardés, réalisant qu'ils s'attendaient à ce que je me rende, là, à table. Ils voulaient l'obéissance, pas une discussion. Ils pensaient que j'allais plier comme je le faisais quand j'étais plus jeune. Ils croyaient qu'ils pouvaient prendre tout ce qu'ils voulaient simplement parce que cela leur convenait. Mais je n'ai rien dit. Le silence était le seul outil dont j'avais besoin à ce moment-là. Je suis restée assise, pleinement consciente qu'ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais déjà mis en marche. Ils croyaient rendre une décision finale, mais ils entraient en réalité dans le premier chapitre d'une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Avant de continuer, si vous avez déjà été confronté à un moment où votre famille a franchi toutes les limites que vous aviez fixées, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre expérience, car ce qui s'est passé après ce dîner a complètement changé ma vie. En grandissant, j'ai appris très tôt que la forme d'une famille peut paraître solide de l'extérieur tout en semblant creuse une fois que l'on y entre. Mes plus anciens souvenirs sont liés à des moments où mes parents insistaient sur le fait qu'ils étaient débordés à la maison et au travail. Et ces mots sont devenus l'explication pour laquelle j'ai été envoyé vivre chez ma tante Marion avant d'être assez grande pour poser de vraies questions. Ils m'ont dit que la maison était trop pleine, qu'il n'y avait pas de chambre supplémentaire, et que leurs emplois du temps les tenaient éloignés plus qu'ils ne l'auraient souhaité. À l'époque, cela semblait raisonnable car je n'avais rien d'autre à quoi le comparer. J'ai donc accepté l'idée que vivre avec Marion était temporaire et en quelque sorte normal. En vieillissant, la vérité s'est installée tranquillement. Mes parents me rendaient rarement visite, et quand ils le faisaient, leur attention se portait ailleurs, comme si j'étais une invitée plutôt que leur fille. Pendant ce temps, mon frère, Antoine, est resté avec eux et a reçu toute leur attention avec une facilité qui m'a fait comprendre la vraie raison de leur décision. Il ne s'agissait jamais d'espace ou de travail. Il s'agissait de préférence. Ils le voulaient près d'eux car il était l'enfant dans lequel ils investissaient, celui qu'ils croyaient mériter leur énergie et leur présence. J'étais simplement plus facile à envoyer au loin. Ce qui est étrange, c'est que vivre avec Marion ne m'a jamais semblé être un fardeau. Elle a comblé les vides que mes parents avaient laissés sans hésitation. Marion travaillait de longues heures mais trouvait toujours du temps pour moi d'une manière qui rendait sa maison stable et prévisible. Elle me rappelait de finir mes devoirs, m'aidait à préparer mes déjeuners pour l'école, et écoutait attentivement chaque fois que j'essayais d'expliquer quelque chose qui comptait pour moi. Son attention était sincère, et elle l'offrait sans mesurer ce qu'elle pourrait recevoir en retour. Grâce à elle, mon enfance a eu une stabilité, même si elle venait d'une source inattendue. Je me souviens avoir remarqué à quel point ma vie était différente de celle d'Antoine, même si je la vivais principalement à distance. Il suivait des cours particuliers, voyageait avec mes parents pendant les vacances, et semblait toujours avoir quelque chose de nouveau qui l'attendait à leur retour à la maison. Je voyais occasionnellement des photos affichées sur le réfrigérateur lorsqu'il venait rendre visite à Marion, et il est devenu clair que son monde existait parallèlement au mien, tout en le croisant rarement. Malgré le déséquilibre, j'ai appris à m'adapter. J'ai essayé de ne pas me demander pourquoi ils avaient choisi de nous élever différemment, car je savais que la réponse ne changerait rien. Marion a rempli le rôle de parent sans exiger de reconnaissance, et j'ai appris à être reconnaissante pour la stabilité qu'elle offrait. La distance entre moi et mes parents est devenue quelque chose que j'ai accepté sans protester, même lorsque leur choix me blessait d'une manière que je ne pouvais pas facilement décrire. Au fil des ans, j'ai senti une résilience silencieuse se former en moi. Marion m'encourageait à me concentrer sur l'école, et elle me rappelait que l'effort ouvrirait des portes même lorsque les circonstances semblaient injustes. Ces leçons ont façonné la première partie de ma vie plus que tout ce que mes parents n'ont jamais fait.
Et j'ai grandi en comprenant que l'amour ne vient pas toujours des personnes censées le donner. Cette période de ma vie est devenue le calme auquel je me suis accroché sans m'en rendre compte. Je pensais que l'équilibre que j'avais trouvé avec Marion durerait bien plus longtemps, et je croyais que la distance tranquille entre moi et mes parents m'aiderait à éviter les conflits majeurs. Pendant un temps, ce fut le cas. Rien de dramatique ne s'est produit, et je me suis installé dans un rythme qui me semblait assez sûr pour que je puisse l'imaginer durer indéfiniment. Je n'avais aucune idée de la tempête qui arriverait plus tard, ni de la rapidité avec laquelle la paix sur laquelle je comptais commencerait à s'estomper. Ce jour-là, tout a changé d'un seul coup. J'ai reçu un courriel m'annonçant que j'avais obtenu une bourse complète pour le programme de conception de l'université dont j'avais toujours rêvé. C'était comme une porte s'ouvrant de manière inattendue devant moi, une confirmation que les années que Marion avait passées à m'élever n'avaient jamais été vaines. J'ai couru à la cuisine, prévoyant de la serrer dans mes bras dès qu'elle franchirait la porte, car je savais qu'elle serait la première à célébrer avec moi. Mais cette joie n'a pas duré longtemps. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré, un appel de l'hôpital m'informant que Marion avait eu un accident de voiture en rentrant chez elle. Je m'y suis précipité immédiatement, mais je n'ai pas pu la voir une dernière fois. Les funérailles ont eu lieu quelques jours plus tard. Je me tenais à côté de sa photo, ayant l'impression que le monde avait perdu son unique encre. Je n'ai vu ni maman, ni papa, ni Antoine. Ils n'ont envoyé qu'un court message, et je me suis dit qu'ils étaient peut-être occupés ou qu'ils avaient une raison, mais au fond de moi, je savais que non. Juste après les funérailles, alors que je nettoyais la maison, maman a appelé et a dit qu'il voulait venir pour un dîner de famille. Sa voix semblait étrangement douce, pourtant leur arrivée a rendu la maison paisible de Marion suffocante dès l'instant où ils sont entrés. J'ai essayé de rester poli, mais la tension a commencé à monter après seulement quelques échanges. Maman a regardé autour d'elle, son regard s'attardant sur le salon, l'endroit où Marion avait l'habitude de s'asseoir pour tricoter chaque soir. Puis maman a insinué, cette maison, elle est si spacieuse et bien plus adaptée à une famille. Les mots étaient doux, mais l'intention derrière eux a resserré ma prise sans que je m'en aperçoive. Le dîner s'est éternisé, guindé et lent, jusqu'à ce que papa pose sa cuillère et se penche en avant avec la sévérité dont je me souvenais de mon enfance. Il ne tournait pas autour du pot comme maman. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix forte, « Cesse d'être égoïste. C'est une maison gratuite. » Sa voix a tranché net dans la cuisine déjà silencieuse. Je n'avais même pas encore assimilé ces paroles qu'Antoine est intervenu avec une aisance qui m'a engourdi. Il a dit, « J'emménage dès demain. » La façon dont il a prononcé chaque mot donnait l'impression que ma maison lui avait été attribuée bien avant que j'en sois informé, comme si mon avis n'avait pas sa place dans cette affaire. Personne n'a demandé ce que je ressentais. Personne n'a mentionné le fait que je venais de perdre la seule personne qui tenait vraiment à moi. Ils étaient simplement assis là, à discuter de l'avenir de la maison comme si j'étais invisible. Je sentais clairement qu'ils voulaient que je m'effondre à ce moment-là, que je me rende comme je le faisais quand ils contrôlaient tout dans mon enfance. Je n'ai pas répondu. Je suis resté silencieuse et j'ai laissé leurs mots tomber sur la table comme des pierres s'enfonçant dans ma poitrine. Pourtant, derrière ce silence, un plan se formait. Je ne leur ai pas dit que je comprenais exactement ce qu'ils voulaient. Et je ne leur ai pas dit qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Je les ai seulement regardés tous les trois, sachant qu'ils n'avaient aucune idée que je n'étais plus l'enfant qu'ils pouvaient pousser où bon leur semblait. Ils croyaient rendre un verdict final sur ma vie. Mais en réalité, ce n'était que le premier moment de la leçon qu'ils étaient sur le point d'apprendre. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à chercher des réponses. La maison semblait plus lourde après le dîner, comme si chaque pièce contenait l'écho de ce à quoi papa et Antoine croyaient avoir droit. J'ai traversé le couloir et j'ai ouvert le tiroir où tante Marion gardait ses documents importants. Je m'attendais à trouver des factures, des formulaires d'assurance et de vieilles lettres. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était une enveloppe brune, scellée de son écriture, contenant l'acte de propriété. Je l'ai déplié lentement, suivant du doigt les lignes imprimées jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent sur un détail qui a mis toutes mes pensées au clair. Mon nom complet était inscrit comme unique propriétaire. Je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai relu l'acte, cherchant tout ce qui pourrait compliquer les choses. Chaque page confirmait la même vérité. Marion m'avait transféré la propriété des années plus tôt sans le dire à personne. Elle l'avait sécurisée, l'avait correctement enregistrée et n'avait rien laissé d'ambigu. J'ai pris une grande inspiration et j'ai réalisé que la colère que maman et papa avaient manifestée au dîner n'était pas enracinée dans le deuil. Elle venait de la supposition que la maison tomberait facilement entre leurs mains.
Savoir que les documents étaient juridiquement inattaquables m'a donné la confiance nécessaire pour passer à l'étape suivante. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau d'une avocate recommandée par un collègue. Quand je suis arrivé, la femme qui m'a accueilli s'est présentée comme mon avocate, Noémie Lefebvre. Elle avait une présence calme qui contrastait avec l'anxiété que je portais depuis les funérailles. Je lui ai remis l'acte de propriété et j'ai expliqué la situation sans fioriture, en m'assurant de décrire la demande de papa et la déclaration d'Antoine. Noémie a parcouru les pages attentivement avant de lever les yeux. Légalement, la propriété est à vous, Camille. Son ton ne contenait aucune hésitation. Elle a expliqué comment le transfert avait été exécuté, à quel point la préparation de Marion avait été complète, et combien il était peu probable que ma famille puisse le contester avec succès. Chaque mot démantelait la peur que mes parents avaient essayé de construire en moi. Nous avons examiné des scénarios, y compris la possibilité que maman, papa ou Antoine essaient d'emménager sans permission. Noémie m'a conseillé de formaliser ma position de propriétaire dès que possible. Quand elle m'a demandé si j'avais l'intention de garder la maison ou de la vendre, la réponse m'est venue avant que je ne la dise à voix haute. La garder signifierait donner une cible à ma famille. La vendre fermerait toutes les portes qu'ils espéraient forcer. Pour la première fois depuis le dîner, je me sentais en contrôle du récit. J'ai commencé à chercher des acheteurs potentiels. Plus tard cet après-midi-là, un collègue m'a mis en contact avec un investisseur local nommé Marc Girard, qui cherchait une propriété résidentielle dans le secteur. Marc m'a rencontré à la maison le lendemain. Il a parcouru chaque pièce avec l'attention soutenue de quelqu'un qui comprend la valeur au-delà des impressions superficielles. Quand il est retourné dans le salon, il m'a posé des questions sur l'histoire de la propriété. Je ne lui ai dit que le nécessaire, mentionnant qu'elle avait appartenu à ma tante Marion et que j'envisageais une vente. Marc a hoché la tête avant d'exprimer clairement son intérêt. Nous nous sommes assis avec Noémie le jour suivant pour discuter des termes. La négociation s'est déroulée sans heurts, me surprenant par sa facilité. Marc voulait la maison. Noémie s'est assurée que tout était structuré correctement, et j'ai senti quelque chose se détendre en moi à mesure que la possibilité de clore ce chapitre devenait réelle. Nous avons pesé les délais, les conditions et les responsabilités. Pendant tout ce temps, je suis resté concentré sur ce que la vente symbolisait. Il ne s'agissait pas seulement de la propriété. Il s'agissait de revendiquer l'autonomie que ma famille avait tenté de m'enlever. Au moment où nous avons terminé la réunion, les principaux détails avaient été réglés. Marc finaliserait l'achat une fois les derniers documents complétés. J'ai quitté le bureau de Noémie avec le premier véritable sentiment de soulagement que j'avais ressenti depuis des semaines. La pensée de maman, papa et Antoine croyant pouvoir simplement réclamer la maison me semblait maintenant lointaine. Ils n'avaient aucune idée que le processus qu'ils supposaient sans effort avait déjà largement dépassé leur portée. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé qu'une certitude tranquille avait pris la place de l'effroi qui me suivait autrefois dans le couloir. Le plan était en marche. Les documents étaient en sécurité, et pour la première fois depuis le décès de Marion, je pouvais sentir les fondations de quelque chose de stable sous mes pieds. Le lendemain matin, un grand bruit à la porte m'a réveillé. J'avais à peine dormi après le chaos du dîner. Pourtant, ce son m'a forcé à sortir du lit avec une lourdeur que je sentais à chaque pas. Quand j'ai ouvert la porte, la scène devant moi a clairement montré que la limite que ma famille avait franchie la veille n'était rien comparé à ce qu'ils étaient prêts à faire ensuite. Antoine se tenait sur le porche avec un chariot surchargé, des boîtes empilées si auxquelles manquait de basculer à chaque fois qu'il bougeait. Il ne m'a pas salué ni même reconnu l'intrusion. Il m'a simplement bousculé pour passer avec une confiance qui venait de la conviction que la maison lui appartenait déjà. Il a fait rouler le chariot à l'intérieur comme s'il y avait vécu pendant des années, et je l'ai regardé errer dans la maison de Marion sans hésitation. Ses yeux ont parcouru le couloir, ne s'arrêtant que le temps de décider quelle pièce il jugeait digne de réclamer. Il a ouvert des portes sans demander, a inspecté des placards, et a déplacé des objets qui avaient appartenu à Marion comme s'ils étaient des obstacles sur son chemin. Je suis resté près de l'escalier, observant avec quelle facilité il ignorait le caractère sacré de l'espace qu'elle avait construit. Maman et papa sont arrivés peu de temps après, entrant avec l'air de personnes effectuant une inspection d'une propriété qu'ils se sentaient en droit d'évaluer. Maman a commenté l'éclairage et l'agencement des meubles, parlant comme si elle avait l'autorité de redécorer tout ce qu'elle voulait. Papa arpentait les pièces avec le même regard évaluateur qu'il utilisait pendant mon enfance chaque fois qu'il voulait me faire comprendre que quelque chose ne m'appartenait plus. Ils n'ont pas demandé la permission d'entrer dans aucun espace, ni n'ont montré aucune conscience du deuil qui m'habitait encore depuis le décès de Marion.
Antoine s'est bientôt arrêté dans l'embrasure de l'une des plus grandes pièces. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule avec une expression qui mêlait satisfaction et certitude, puis a déclaré « Cette chambre sera la mienne ». Son ton suggérait que la décision était finale, que la discussion était inutile, et que toute résistance que je pourrais envisager serait rejetée sans ménagement. Les mots ont persisté dans le couloir, brisant mes tentatives de rester calme. Maman a continué à explorer la maison avec un léger fredonnement d'approbation, signalant de temps en temps des étagères qu'elle voulait enlever ou des zones qu'elle pensait pouvoir moderniser. Papa a demandé à Antoine s'il avait besoin d'aide pour transporter les plus gros meubles qu'il avait laissés dehors. Aucun d'eux ne s'est arrêté assez longtemps pour remarquer que je n'avais pas parlé depuis leur arrivée. Ils ont erré dans la maison comme s'ils réclamaient quelque chose qui leur avait été injustement refusé, ignorant la vérité juridique que je détenais déjà. Leurs mouvements sont devenus plus assurés au fil des minutes. Antoine a déballé une boîte sur la table de la salle à manger, plaçant ses affaires là où Marion gardait autrefois ses livres de recettes. Maman a ouvert des placards et a déplacé de la vaisselle comme si elle préparait l'espace pour une nouvelle routine domestique. Papa a examiné le garage, marmonnant pour lui-même à propos du rangement et du stationnement. Chaque action renforçait le message qu'ils avaient délivré au dîner. Ils me considéraient comme un obstacle dans ma propre maison plutôt que comme la personne qui y était légalement liée. Je suis restée silencieuse, laissant leurs suppositions les guider plus profondément dans une réalité qui allait bientôt s'effondrer sous leurs pieds. Mon silence n'était pas une capitulation, mais une stratégie, et les observer m'a apporté une clarté à laquelle je ne m'attendais pas. Maman a annoncé qu'il commencerait à emménager au cours des prochains jours, parlant avec une confiance qui suggérait qu'elle organisait déjà les plannings. Papa a hoché la tête en signe d'accord, décrivant ce qu'il pensait devoir être fait en premier. Antoine a continué à parcourir la maison, transportant plus de boîtes depuis le porche sans s'arrêter pour se demander s'il avait franchi une limite. Au moment où ils sont partis, la maison ne ressemblait plus au sanctuaire que Marion avait créé. Pourtant, même dans l'inconfort, je pouvais sentir un changement s'opérer en moi. Leurs actions confirmaient ce que je soupçonnais déjà. Ils voyaient mon silence comme une faiblesse. Ils n'avaient aucune idée que chaque supposition imprudente qu'ils faisaient les rapprochait un peu plus du moment que j'avais commencé à préparer. Plus tard cette semaine-là, je leur ai demandé de venir. Le message que j'ai envoyé était court, et aucun d'eux ne s'est demandé pourquoi je nous voulais de nouveau dans la même pièce. Ils ont supposé que ce serait une continuation de la conversation. Ils croyaient avoir déjà gagné, une dernière étape avant de prendre possession d'une maison qu'ils n'avaient aucun droit de réclamer. Quand ils sont arrivés, leur façon de monter les marches du perron révélait leur confiance. Antoine portait un dossier sous son bras comme s'il avait l'intention de présenter une sorte de plan. Tandis que maman et papa se déplaçaient avec l'aisance assurée de personnes se préparant à finaliser des arrangements, ils ont franchi le seuil, s'attendant à voir la maison dans le même état qu'auparavant, prête pour qu'ils continuent à organiser leur déménagement. Au lieu de cela, leur attention s'est brusquement tournée vers le salon, où un homme se tenait, attendant avec une expression calme et les mains jointes devant lui. Cet homme était Marc Girard, l'acheteur que j'avais rencontré quelques jours plus tôt, et il est resté exactement là où je lui avais demandé de se tenir, offrant un signe de tête poli lorsque ma famille est entrée. Maman a hésité, ses yeux se plissant en regardant tour à tour Marc et moi, essayant de reconstituer une situation qui ne correspondait pas à ses attentes. Papa s'est avancé plus loin dans la pièce, scrutant Marc avec une méfiance non dissimulée. Antoine s'est arrêté près du couloir, serrant un peu plus fort le dossier tout en essayant de maintenir la confiance qu'il avait affichée précédemment. Aucun d'eux n'a parlé au début, et le silence s'est étiré assez longtemps pour que Marc me jette un coup d'œil, comme pour confirmer que je voulais toujours qu'il mène la discussion. Il s'est avancé et s'est adressé à eux avec une clarté constante, se présentant avant d'expliquer la raison de sa présence dans la maison. Il les a informés qu'il avait récemment acheté la propriété et qu'il était là pour finaliser quelques mesures intérieures. La mâchoire de maman s'est crispée dès qu'elle a entendu le mot « acheter », tandis que la posture d'Antoine s'est raidie d'une manière qui trahissait sa tentative de rester calme. La réaction de papa a été plus rapide que celle des autres. Il s'est tourné vers moi d'un mouvement brusque et a exigé « Tu as vendu ça dans notre dos ». Sa voix s'est élevée, agressive, vibrant d'incrédulité, d'irritation, et du genre d'autorité sur laquelle il s'était appuyé tout au long de mon enfance. Ce ton avait autrefois été capable de me paralyser sur place, mais me tenir dans la maison de Marion, avec l'acte de propriété déjà transféré, m'a permis de soutenir son regard sans crainte. J'ai répondu avec un calme qui semblait mérité plutôt que forcé, reconnaissant que la décision avait été la mienne et que j'étais pleinement dans mon droit de la prendre. Noémie, mon avocate,
avait préparé chaque document correctement, et je gardais cette connaissance précieusement en moi pendant que je continuais à parler. La confusion d'Antoine s'est approfondie, et sa confiance antérieure s'est évaporée. Il a demandé à Marc si la vente avait vraiment été conclue, recevant un bref signe de tête qui a confirmé tout ce que ma famille espérait être faux. Maman s'est approchée de moi et a tenté de présenter la situation comme un malentendu, insistant sur le fait que j'avais agi de manière impulsive et que j'aurais dû les consulter avant de faire quoi que ce soit de permanent. Elle a déplacé le blâme de leur intrusion vers ma prise de décision, ignorant le fait qu'ils avaient prévu d'emménager dans une maison qu'ils n'ont jamais possédée. Marc est intervenu à ce moment-là, offrant le dossier contenant les documents signés et le transfert de titres de propriété. Sa voix est restée neutre tandis qu'il expliquait que la transaction était conforme à toutes les exigences légales et qu'il détenait désormais tous les droits sur la propriété. L'expression de papa s'est durcie en lisant les documents, réalisant qu'il n'y avait aucune faille qu'il pourrait exploiter. Antoine fixait le sol, submergé par la réalisation que la chambre qu'il s'était appropriée appartenait maintenant à un étranger. Maman a cherché sur mon visage une explication qu'elle pourrait accepter. Mais je n'en ai offert aucune au-delà de la vérité qu'ils avaient ignorée pendant des années. J'avais le contrôle de ma propre vie, et ils ne détenaient plus l'autorité qu'ils croyaient encore posséder. Lorsque Marc a demandé s'ils avaient besoin de plus de temps pour examiner les documents, le silence dans la pièce a clairement indiqué qu'ils comprenaient enfin que toutes les suppositions qu'ils avaient apportées dans cette maison s'étaient effondrées. Leur plan avait pris fin au moment où ils avaient franchi la porte et rencontré l'homme qui possédait maintenant ce qu'ils avaient essayé de prendre. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est envenimé. La conversation qui s'était déroulée dans mon salon n'avait rien réglé pour mes parents, et ils ont répondu avec une intensité qui révélait leur refus d'accepter tout résultat qu'ils ne contrôlaient pas. J'ai appris par un voisin qu'ils avaient consulté un avocat presque immédiatement, et la nouvelle a raidi quelque chose en moi avant même que je ne reçoive l'avis officiel. Lorsque la lettre est arrivée, les accusations qu'ils portaient contre moi étaient remplies de tons familiers de droit acquis, codés dans un langage qui tentait de me dépeindre comme une bénéficiaire irresponsable qui avait agi avec un mépris téméraire des intérêts familiaux. J'ai lu la plainte 2 fois avant de la transmettre à Noémie, qui a organisé une réunion à son bureau pour définir nos prochaines étapes. La confiance dans sa voix m'a permis de respirer plus calmement pendant qu'elle organisait les documents que j'avais apportés. Elle a expliqué que les réclamations manquaient d'un fondement qui pourrait tenir devant un tribunal, et elle a préparé une réponse détaillée qui abordait chaque argument avec clarté. Son professionnalisme contrastait vivement avec les tentatives chaotiques de mes parents de se présenter comme les victimes d'un transfert injuste. Il n'y avait aucun angle où leurs accusations s'alignaient sur l'acte de propriété, aucune interprétation qui pourrait annuler ce qui avait déjà été approuvé. Antoine a intensifié la situation par un comportement qui faisait écho à ses frustrations antérieures. Il s'est présenté à ma porte à 2 reprises, tentant de me confronter au sujet de la vente, bien que l'affaire ne le concerne plus. Ces agissements ont été signalés par des voisins qui ont été témoins des troubles, et le procès-verbal de ces plaintes a finalement été versé au dossier du tribunal. Noémie les a incluses avec soin pour démontrer le schéma de harcèlement qui a suivi leur tentative infructueuse d'emménager. Lorsque la date de l'audience est enfin arrivée, la salle d'audience semblait plus froide que ce à quoi je m'attendais. Mes parents étaient assis près de l'avant avec leur avocat, qui évitait mon regard tout en fouillant dans des papiers qui contenaient probablement des arguments déjà sapés par les preuves que Noémie avait préparées. Antoine était assis derrière eux, s'agitant inconfortablement sur sa chaise pendant que le juge examinait les documents. La tension dans la salle s'est intensifiée lorsque le juge a commencé à interroger l'avocat de la partie adverse sur le fondement de leur réclamation. Chaque question a mis en évidence les incohérences que Noémie avait prédites, et j'ai regardé l'avocat se débattre pour défendre des positions qui manquaient de soutien juridique. Noémie a parlé avec une précision sereine une fois que le juge a ouvert la parole pour les réponses. Elle a exposé la légitimité de l'acte de propriété, la chronologie du transfert, et l'absence de coercition ou de faute. Sa voix est restée stable tandis qu'elle faisait référence au rapport des voisins documentant les tentatives d'Antoine de m'intimider, et le juge a écouté attentivement alors qu'elle détaillait comment les accusations contre moi avaient été construites sans preuve. L'atmosphère a changé à mesure que ces déclarations se sont accumulées en un récit qui compterait chaque point que mes parents espéraient voir aboutir. Le juge s'est penché en arrière, a fait une pause un instant, et a prononcé la seule phrase qui comptait, « La plainte est rejetée ». Les mots se sont posés sur la salle avec une finalité indéniable. Les épaules de maman sont tombées tandis que les mains de papa se sont crispées sur le bord de la table. Antoine fixait droit devant lui, incapable de traiter la réalité que l'effort qu'ils avaient investi dans le procès se dissolvait avec une seule décision. Le tribunal leur a ordonné de couvrir les frais associés à l'affaire,
et les conséquences se sont étendues au-delà de la pression financière. La nouvelle du procès s'est répandue rapidement dans la communauté, et le jugement a exposé les efforts qu'ils avaient déployés pour s'emparer de quelque chose qui ne leur avait jamais été promis. Leur réputation a vacillé sous le poids de leurs actions, et pour la première fois depuis de nombreuses années, les conséquences leur appartenaient entièrement. Quelques mois plus tard, la poussière était enfin retombée. Le tourbillon d'audience, de paperasse et de retombées publiques s'était suffisamment estompé pour que les conséquences prennent toute leur ampleur, et les suites sont devenues plus claires chaque semaine. Mes parents ont finalement mis leur propre maison en vente pour couvrir les dépenses accumulées pendant le procès, car les frais ont continué d'augmenter bien après que la décision ait été rendue. Ils ont quitté la Haute-Garonne discrètement après la vente, choisissant une ville à plusieurs heures de route où leur nom avait moins de poids. Leur départ s'est produit sans une seule tentative de réparer ce qu'ils avaient brisé, et le silence qu'ils ont imposé est devenu la dernière frontière qu'ils ont tracée bien avant que je n'envisage de tracer la mienne. Antoine a connu sa propre déchéance une fois que l'attention s'est tournée vers lui. Son employeur a examiné la documentation liée à ses accès de colère, et il a été licencié peu de temps après. Il a enchaîné les emplois temporaires pendant des mois tout en essayant de joindre les deux bouts avec les factures qu'il avait accumulées pendant le chaos. La frustration qui alimentait autrefois sa confiance s'est transformée en quelque chose de plus petit, et la distance entre nous s'est creusée d'une manière qu'aucune conversation ne pourrait combler. J'ai observé de loin comment les décisions qu'ils avaient prises leur sont revenues avec une force qu'ils n'avaient jamais anticipée, et le calme qui a suivi a marqué la fin d'une dynamique qui avait contrôlé ma vie pendant trop longtemps. Mes propres journées se sont réorganisées en un rythme plus stable alors que je m'installais dans mon programme à l'université. Le campus offrait un sentiment de structure que j'avais ardemment désiré, et le travail me rappelait pourquoi la bourse était si importante en premier lieu. Je passais mes soirées à étudier dans le même coin de la bibliothèque, reconnaissante pour le calme qui enveloppait la routine que je m'étais construite. Pour la première fois depuis des années, mon avenir m'appartenait entièrement. La maison où je vivais semblait plus légère, et les pièces ne résonnaient plus des disputes ou des attentes qui exigeaient ma soumission. La vie a avancé à un rythme qui m'a permis de respirer sans guetter le prochain conflit. La leçon que j'ai tirée de tout ce qui s'est passé est restée proche de moi. Les limites personnelles existent pour une raison, même lorsque les personnes qui les franchissent partagent votre sang. Et protéger ce qui vous appartient ne fait pas de vous quelqu'un d'ingrat ou de cruel. Les droits légaux comptent dans les moments où les émotions déforment la vérité. Et savoir comment défendre ces droits peut changer l'équilibre du pouvoir de manière à restaurer votre estime de soi. J'ai appris que le silence n'est pas une faiblesse lorsqu'il est utilisé pour rejeter la manipulation et que se choisir soi-même est parfois la seule façon de briser un cycle. Merci d'avoir écouté mon histoire. Votre temps compte plus pour moi que vous ne l'imaginez, et j'espère que vous avez trouvé quelque chose de précieux dans le parcours que j'ai partagé. Si une partie de cela vous a rappelé vos propres expériences, je vous encourage à partager vos pensées afin que d'autres puissent se sentir moins seuls. Votre voix peut apporter du réconfort à quelqu'un qui en a besoin.